Elle avait 30 ans et habitait un lotissement de bungalows bâti en terrasse sur le versant sud d'une montagne moyenne, juste au-dessus de la brume d'une grande ville. Elle avait les cheveux bruns et les yeux gris qui, parfois, même quand elle ne regardait personne, rayonnaient sans que l'expression de son visage se modifiât. Une fin d'après-midi d'hiver, elle était assise près de la fenêtre de la vaste salle de séjour devant une machine à coudre électrique. À côté d'elle, son fils de 8 ans faisait un devoir. Sur un côté de la pièce était une seule paroi de verre devant une terrasse avec de l'herbe, un vieil arbre de Noël et le mur aveugle de la maison voisine. L'enfant était assis à une table marron. Penché sur son cahier, il écrivait avec un stylo qui grattait, et sa langue passait, léchant ses lèvres. Parfois il s'arrêtait, regardait par la fenêtre et continuait à écrire avec plus d'application. Ou bien il regardait sa mère qui le remarquait et le regardait aussi. La femme était mariée au chef des ventes de la filiale locale d'une firme de porcelaine connue dans toute l'Europe. Il devait rentrer ce soir-là d'un voyage d'affaires de plusieurs semaines en Scandinavie. La famille n'était pas fortunée, mais vivait confortablement, sans être obligée de penser à l'argent. L'enfant avait terminé et lut à haute voix ce qu'il avait écrit. La femme se leva et regarda par la fenêtre latérale plus étroite, devant laquelle, un peu plus loin, on voyait quelques sapins immobiles. Au pied des arbres, plusieurs rangées de box rectangulaires et avec les mêmes toits plats que les bungalows. Une route d'accès par devant, où un enfant tirait une luge sur le trottoir sans neige. Loin derrière les arbres, en bas, dans la plaine, s'étendaient les lotissements qui prolongeaient la ville, et un avion s'élevait justement au-dessus de la plaine. L'enfant s'approcha et demanda à la femme où elle était donc en train de regarder. La femme n'entendit rien, ne broncha pas. L'enfant la secoua et dit « Réveille-toi ». La femme revint à elle et mit sa main sur l'épaule de l'enfant. Celui-ci alors regarda aussi, s'absorba à son tour dans le spectacle. Après quelque temps, il se secoua et dit « Moi aussi j'ai regardé de travers comme toi ». Ils se mirent à rire et n'arrivaient plus à s'arrêter. Quand ils se calmaient, l'un recommençait et l'autre se remettait à rire. À force, ils finirent par s'étreindre et par tomber ensemble à terre. L'enfant demanda s'il pouvait allumer la télévision. La femme répondit « Mais voyons, nous allons chercher Bruno à l'aéroport ». Mais déjà il allumait l'appareil et s'assit devant. La femme se pencha vers lui et dit « Alors comment vais-je expliquer à ton père qui est resté des semaines durant à l'étranger que... » L'enfant qui regardait la télévision n'entendait plus rien. La femme l'appela en élevant la voix. Elle mit les mains en cornet comme s'il était dehors. Mais il continua à regarder fixement l'appareil. Elle agita la main devant les yeux. L'enfant pencha la tête de côté, continuant à regarder la bouche grande ouverte. À l'aéroport, il ne faisait pas encore tout à fait nuit. Avant de pénétrer dans le hall d'arrivée des vols internationaux, la femme vit des taches claires dans le ciel, au-dessus des mâts aux drapeaux translucides. Elle se tenait parmi d'autres, son visage marqué par l'attente et cependant détendu, ouvert, et pour lui seul. Après l'annonce de l'atterrissage de l'appareil en provenance d'Helsinki, les passagers firent leur apparition derrière les barrières de la douane, Bruno parmi eux, le visage figé par l'épuisement. Il était à peine plus âgé qu'elle et il portait toujours un costume pied-de-poule avec une chemise à col ouvert. Ses yeux étaient si bruns qu'on voyait à peine la pupille. Il pouvait regarder les gens longtemps sans qu'ils se sentent examinés. Dans le hall, devant tout le monde, il mit la tête sur l'épaule de la femme. Elle eut pris valise et sac des mains, et il put la prendre dans les bras. Ils se tinrent longtemps ainsi. Bruno sentait un peu l'alcool. Dans l'ascenseur qui menait au garage en sous-sol, il la regarda pendant qu'elle le contemplait. Elle monta d'abord et lui ouvrit la portière. En voiture sur la voie d'accès à la petite ville sur le versant de la moyenne montagne où se trouvait le lotissement, la femme demanda, la main sur l'autoradio, « Tu veux de la musique ?» Il secoua la tête. La nuit était venue, et dans les ensembles de tours de bureaux le long de la voie, presque toutes les lumières étaient éteintes. Les lotissements tout autour sur les collines scintillaient déjà de lumière. Bruno dit, après quelque temps, « Il faisait sombre en Finlande, jour et nuit. Et de la langue qu'il parle là-bas, je n'ai pas compris un mot. La seule chose que j'ai retenue, c'est le mot pour bière, olut. J'ai été assez souvent ivre. L'obscurité, le froid dans les trous de nez, je ne pouvais parler à personne. Je voulais te dire quelque chose, Marianne. Là-haut, j'ai pensé à toi et à Stéphane, et depuis ces longues années que nous sommes ensemble, j'ai eu pour la première fois le sentiment que nous nous appartenons. Je fus pris soudain de la peur de devenir fou de solitude, fou d'une manière effroyablement douloureuse, d'une manière jamais encore vécue par personne.
Je t'ai souvent dit que je t'aimais, mais c'est maintenant seulement que je me sens liée à toi. Oui, à la vie et à la mort. Et l'étrange, c'est que je pourrais très bien me passer de vous maintenant que j'ai éprouvé ça. » La femme, après quelque temps, mit la main sur le genou de Bruno et demanda « Et les affaires ?» Bruno se mit à rire. « Les commandes reprennent. Si déjà les Scandinaves mangent mal, que ce soit au moins dans notre porcelaine. » Dans le lotissement, ils passèrent près d'une cabine téléphonique illuminée où la silhouette de quelqu'un faisait des ombres, et ils obliquèrent dans une des ruelles étroites, artificiellement tortueuses, qui divisaient le lotissement. Il mit le bras autour de son épaule et dit « Je respire quand je reviens ici. » La femme se mit à sourire. Dans la salle de séjour, l'enfant était assis dans un fauteuil très large sous une lampe à pied, et il lisait. Lorsque les parents entrèrent, il leva les yeux un instant et continua à lire. Bruno s'approcha de lui. Pourtant, il ne s'arrêta pas de lire. Enfin, après quelque temps, il sourit de façon à peine perceptible, puis il se leva et chercha dans toutes les poches de Bruno s'il lui avait rapporté quelque chose. La femme arriva de la cuisine avec un plateau en argent, un verre de vodka dessus, mais il n'était plus dans la salle de séjour. Elle traversa le couloir et regarda dans les chambres qui se succédaient comme des cellules. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la salle de bain, Bruno était assis sur le rebord de la baignoire. Il regardait sans bouger l'enfant qui, déjà en pyjama, se brossait les dents. Il avait remonté ses manches pour que l'eau n'y coule pas, et il léchait soigneusement le tube de dentifrice ouvert. Puis il reposa tout sur la tablette et dut pour cela se mettre sur la pointe des pieds. Bruno prit le verre sur le plateau et demanda « Tu ne bois rien? Tu as encore quelque chose à faire cette nuit ?» La femme « Suis-je donc autre que d'habitude ?» Bruno « Autre comme toujours. » Ça veut dire quoi? Tu es de ces rares gens en présence desquels on n'a pas besoin d'avoir peur. Et de plus, tu es une femme pour qui il n'est pas nécessaire de jouer un rôle. Il donna une tape à l'enfant et celui-ci sortit. Dans la salle de séjour, pendant que la femme et Bruno rangeaient les jouets éparpillés durant la journée, Bruno se redressa et dit « J'ai encore les oreilles qui bourdonnent de l'avion. Allons faire un repas de fête. Ici, ce soir, je trouve cela trop intime, trop enchanté, endormi. Mets ta robe décolletée, s'il te plaît. Et toi, qu'est-ce que tu mets? Moi, j'y vais comme ça, comme toujours. La cravate, je l'emprunterai à la réception. Est-ce que tu as envie, comme moi, de faire le bout de chemin à pied? » Conduits par un garçon, ils pénétrèrent dans la salle solennelle, seigneuriale, très haute de plafond d'un restaurant des environs à peine fréquenté ce soir-là. Le garçon leur avança leurs chaises, de sorte qu'ils n'eurent qu'à se laisser descendre. Ils déplièrent tous les deux leurs serviettes blanches en même temps, et rirent. Bruno ne mangea pas seulement tout ce qu'il y avait dans son assiette, mais il l'essuya encore avec un morceau de pain blanc. Après, tenant dans la main un verre de calvados qui jetait une lueur rougeâtre à la lumière des lustres, il dit « Aujourd'hui, j'avais besoin d'être servi de la sorte. Quelle sécurité! Quelle petite éternité !» La femme se détourna. Bruno dit « Cette nuit, nous restons ici à l'hôtel. Stéphane sait où nous sommes, je lui ai mis le numéro de téléphone à côté de son lit. » La femme baissa les yeux, et Bruno fit signe au garçon qui se pencha vers lui. « Il me faut une chambre pour cette nuit. Vous savez, ma femme et moi voudrions coucher ensemble tout de suite. » Le garçon les regarda tous deux et sourit. « C'est justement la foire exposition, mais je vais demander. Je reviens tout de suite. » Tous deux étaient seuls dans la salle où des bougies brûlaient encore sur toutes les tables. Longtemps la femme regarda Bruno. Elle était tout à fait grave et pourtant son visage rayonnait de manière quasi imperceptible. Le garçon revint et dit « Voici la clé pour la chambre de la tour. Des hommes d'État y ont dormi, espérons que ça ne vous dérangera pas. » Bruno fit signe que non. Et le garçon ajouta « Je vous souhaite une belle nuit, pourvu que l'horloge de la tour ne vous dérange pas. » Lorsque Bruno ouvrit la porte de la chambre, il dit très calmement « Ce soir, on dirait que tout ce que j'ai désiré s'accomplit, comme si, sans distance à parcourir, je pouvais par enchantement me rendre d'un lieu de bonheur à l'autre. Je sens une force magique en moi, Marianne, et j'ai besoin de toi, et je suis heureux. » Au petit matin, la femme était déjà réveillée. Elle dit à Bruno qui dormait à son côté « J'aimerais rentrer. » Il comprit aussitôt, en dormant. Lentement, ils descendirent le chemin qui sortait du parc. Bruno avait passé le bras autour d'elle.
Puis il partit en courant et fit une galipette sur le gazon gelé. La femme s'immobilisa tout à coup, secoua la tête. Bruno, déjà un peu plus loin, se retourna vers elle, interrogateur. Elle dit « Rien, rien ». Elle regarda Bruno longtemps, comme si de le voir l'aidait à réfléchir. Alors il s'approcha d'elle, et elle détourna les yeux vers les arbres et les buissons du parc couverts de givre que le vent du matin agita brièvement. Elle dit « Il m'est venu une idée étrange. Au fond, pas vraiment une idée, mais une sorte d'illumination. Mais je ne veux pas en parler. Allons à la maison, Bruno. Vite, il faut que je conduise Stéphane à l'école. » Elle voulut continuer son chemin, mais Bruno la retint. « Gare à toi si tu ne le dis pas. » La femme. « Gare à toi si je le dis. » En même temps, cette expression le fit rire. Ils se regardèrent longtemps, d'abord enjoués, puis nerveux, effrayés, décidés enfin. « Bruno, moi alors dis-le. » La femme. « J'ai eu tout à coup l'illumination que tu t'en allais d'auprès de moi, que tu me laissais seule. » « Oui, c'est ça, Bruno, va-t'en. Laisse-moi seule. Tu t'en vas et tu me laisses seule. »